Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à Marcher dans la conscience reçoit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Maria Dolores Sanchez. Alors, bonjour Maria. Bonjour Nancy. Va bien ce lundi de Pâques? Oui, oui, oui. C'est vrai Oui, qu'on est lundi de Pâques. On a une très, très belle journée. Je ne sais oui, pas chez vous s'il fait beau, mais ici, il fait magnifique, quoi. il fait beau soleil, nous, ici. Puis vous, il fait combien de degrés à peu près, là, Euh, aujourd'hui? Aujourd'hui, il fait 22 degrés, mais Oh, on a eu 25 la semaine dernière. OK. Fait que, juste rappeler aux gens, Maria, vous êtes dans le sud de la France. Oui, Hein, c'est ça, près de l'Espagne. près de la frontière espagnole, C'est pour effectivement. ça hein, que la température est plus chaude. Ah bah, elle est plus chaude que par chez vous, hein. Oui, c'est ça. Ça, c'est sûr. Alors, aujourd'hui, on continue, hein, parce qu'au mois de novembre, Maria, on s'est rencontrés. On avait parlé psychogénéalogie, sujet hyper intéressant. Ensuite, on avait parlé d'épigénétique. On va en reparler un petit peu aujourd'hui. Vous nous aviez parlé de Joël, un de vos clients, hein, qui Oui, avait guéri son psoriasis, qui oui. avait de la tête aux pieds depuis des années. Alors, avec vous, en quelques rencontres, il s'en était libéré. Après ça, on avait parlé, vous nous aviez partagé hein, que vous aviez vécu de l'inceste Mhm. avec votre père. Fait que ça avait été un beau moment, ça, à la fin. Un moment qui a touché beaucoup de gens parce que moi, ici au Québec, il y a eu une suite à ça que je vais vous raconter tout à l'heure. Alors, on va faire nos salutations. Dans le fond, on va saluer tous les gens du Québec qui nous écoutent. Bonjour à tous. Il y a des gens sur ma chaîne, hein, ma chaîne Marcher dans la conscience reçoit. Mhm. Il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent et qui écoutent les vidéos. J'ai toujours des invités super intéressants. Euh, Fait que salutations aux gens du Québec, puis salutations à tous vos amis Maria Dolores partout dans le monde. Absolument, j'en ai partout dans le monde. Donc, bonjour à tous et à Oui, toutes, hein, bien sûr. franchement, vous êtes vraiment connus et appréciés. Dans le fond, les traitements que vous faites, on peut les faire à distance, par vidéo. Oh oui, j'ai 80% de ma patientèle qui est à distance, hein, C'est ça. C'est avec ça le qui thème. fait que vous pouvez en faire, puis vous parlez trois langues, hein, je pense. Oui, alors le français et l'espagnol couramment, OK. puisque l'espagnol est ma langue maternelle. Oui. L'anglais, je l'ai beaucoup oublié, mais je parle très bien l'italien. Ah, OK. Et vous devez être proche de l'Italie, je suppose, ou? Oui, ben, là où j'habite, je suis vraiment à mi-chemin de l'Espagne et de l'Italie. Donc comme ça, j'ai le choix. J'ai 3 heures d'un côté ou 3 heures de l'autre. Voilà, Wow, c'est très bien. wow, je comprends. Donc, salutations à tous vos amis, peu importe où est-ce que vous êtes dans le monde, parce que je sais que Maria Dolores, vous mettez les vidéos sur vos sites, hein, fait que c'est sûr, ça rejoint beaucoup de gens. Donc, on vous salue. Vous pouvez nous écrire dans les commentaires, vous venez de où? C'est toujours un plaisir de faire connaissance avec vous. Ah oui. Alors, on va y aller, Maria Dolores. Vous, là, il vous est arrivé quelque chose de spécial à la fin novembre. Et oui, on avait fait notre interview, notre OK? émission, et quelques temps avant, je ne sais plus combien de temps avant, je crois que c'était 15 jours. Oui, c'était pas, oui. Oui, puisque c'est le 29 novembre que ça m'est arrivé, 2021, où j'ai fait un AVC. Voilà. Donc, évidemment, je ne m'y attendais pas. C'est la première fois de ma vie que j'en faisais un. Donc, ça m'arrivait à Paris. En plus, je n'étais pas chez moi. Mais j'ai été prise en charge très vite par les secours. OK. Et bon, 10 jours après, je quittais l'hôpital. J'ai quand même été arrêtée 2 mois. Ouais. Et Oui, ça cet m'explique. AVC, il m'a permis aussi de réfléchir beaucoup sur ma vie. Parce que 2 mois d'arrêt, c'est suffisant pour tout remettre à plat. Oui, la semaine passée, on s'est vu pour préparer notre entrevue, puis je vous avais demandé sûrement que il y a eu quelque chose avant, hein, parce que vous êtes habitué à vous introspecter, euh, Oui. qui, qui a, qui a fait ça, hein, que vous avez eu un ACV. Vous m'avez dit que ça ne vous dérangeait pas de nous le partager. Qu'est-ce Ah qui non, fait? bien sûr. Oui, 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 parce que c'est vrai qu'il y a des causes toujours environnementales, donc à la fois sur l'hygiène de vie, le mode de vie, etc., mais aussi sur d'autres choses.
Et moi, ce qui m'arrivait, c'est qu'il y a eu un surmenage, mais pas seulement sur mon travail. J'ai toujours été quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Simplement, comme toute personne, il me faut du repos. Donc, la semaine travail, le week-end repos. Et à l'époque, j'étais avec un homme qui était un dépressif chronique et qui ne pouvait venir me voir que le week-end parce que la semaine, il s'occupait de ses parents vieillissants. Et ben, il venait chez moi en fait pour se décharger et aller mieux ensuite. Et moi, ben, j'avais déjà ma semaine de travail, de psy évidemment, plus le week-end passé à l'écouter, à l'aider, etc. Lui, il repartait le lundi matin, il était en super forme, et moi, j'étais déjà fatiguée pour attaquer ma semaine. Et ça a duré 8 mois comme ça. 8 mois pendant lesquels, de temps en temps, je me disais, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas, parce qu'il y avait des week-ends où il ne pouvait pas venir, et j'étais ultra contente. Je me disais, c'est quand même pas normal, quelque part. Mais bon, je passais à autre chose, ben, jusqu'à un moment donné où l'AVC m'a arrêtée. En fait, un mois avant l'AVC, puisque c'était le 1er novembre, le 1er novembre, je m'étais posée moi-même en me disant, il y a un truc qui ne va pas. J'ai eu 2 rendez-vous qui se sont reportés, donc j'ai du temps devant moi, j'ai 3 heures devant moi. Je vais réfléchir sur ma vie parce qu'il y a un truc qui me dérange, c'est quand il vient. Okay. Pourquoi ça me dérange? Alors, j'ai fait comme avec mes patients. Je me suis dit, moi, je leur demande de faire 2 colonnes. La première colonne, que m'apporte-t-il? La deuxième colonne, qu'est-ce qu'il ne m'apporte pas? Okay. Et en fait, je noircissais la colonne, qu'est-ce qu'il ne m'apporte pas? Okay. Et qu'est-ce qu'il m'apporte? Ben, elle était restée vierge. Et quand je suis arrivée à la fin de la page, je me suis dit, waouh, là, il faut faire quelque chose. Donc, ça a été la séparation. Et je l'avais appelé pour lui dire, voilà, on arrête complètement parce que c'est plus possible, hein, tu es toxique. Enfin, bon, je lui avais expliqué. Et il m'a harcelée pendant 5 mois. Oh. Voilà. Donc, moi, j'étais très contente, mais libérée, débarrassée le 1er novembre quand je lui ai dit. Puis ensuite, bon, il est venu chercher ses affaires, etc. Okay. Mais ça veut dire que 3 semaines après, quasiment, j'ai fait mon AVC. Et je me suis dit, ben voilà, on dit toujours aux personnes, dans le décodage biologique, c'est que lorsqu'on a pris une décision qui est la bonne, en fait, et par rapport à une situation que l'on supporte depuis trop longtemps, eh bien, le corps se permet de lâcher à ce moment-là. Parce qu'il s'est mobilisé pendant tout ce temps. Du moment qu'on décide d'arrêter, il est content et hop, il lâche. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est que 3 semaines après, eh bien, le destin, l'univers, qui on veut, m'a permis de m'arrêter pendant 2 mois. Et c'était vraiment ces 2 mois de repos qu'il me fallait pour compenser les 8 mois intenses que j'avais eu avec cet homme-là et qui ont vraiment été nocifs pour ma santé. C'est intéressant que vous nous le rappelez, hein, parce que les gens à la maison, hein, vous allez sûrement vous reconnaître vous aussi. Des fois, notre corps, il nous arrête. Hein, puis, il faut prendre le temps. Il faut vraiment prendre le temps d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Fait que vous nous le racontez. Merci beaucoup de nous le dire. Puis, je vais... Alors, évidemment, je voulais juste finir là-dessus. C'est qu'il est évident que je me suis dit, eh bien, la prochaine fois, parce que mon métier, c'est toujours le même, je le connais par cœur et voilà, je le fais avec beaucoup de bonheur et de plaisir. Donc, lui, je n'arrêterai pas à la charge. J'ai juste repris à 2/3 de temps, mais c'est tout. Par contre, la prochaine fois que je serai amoureuse, je ferai attention là, cette fois-là. Une petite leçon. Hein? Ah oui, petite leçon, oui. Fait que moi, je vais raconter un petit peu ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Hein, parce que il est arrivé quelque chose de vraiment super beau. Suite à notre vidéo qu'on a enregistrée, mettons, à la mi-novembre, il y a des gens qui l'ont écoutée. Moi, je viens du Québec. J'ai oublié de me présenter tout à l'heure. Nancy Trépanier, j'habite au Québec. Et mon travail, c'est je fais de la psychothérapie, de l'hypnose. Je travaille avec les mouvements oculaires aussi. Et je l'avais nommé aussi dans la vidéo. Alors, il y a une personne ici, près de mon lieu de travail, qui a écouté notre vidéo, Maria, puis ça l'a vraiment interpellée quand vous avez parlé d'inceste. Hein, vous, là, on voit que vous êtes en paix, vous avez pardonné à votre père, hein, vous nous avez tout raconté ça, c'était très beau. Alors, c'est une dame, une femme de 75 ans. On va l'appeler Madame Françoise, là, je nommerai pas son nom de famille. Et là, elle a écouté la vidéo.
Et quand elle vous a entendu, elle est devenue dans son corps, là, elle s'est mise à avoir chaud, ça pétillait partout dans son corps, puis elle disait, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a laissé passer quelques heures, elle s'est couchée, et là, durant la nuit, là, c'était très intense. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une mémoire qui a remonté, et cette mémoire-là, c'est quand elle avait 4-5 ans, son oncle lui avait fait des attouchements sexuels. Donc, elle a vécu de l'inceste avec son oncle, puis elle n'en avait jamais parlé. Alors, cette mémoire-là a remonté. Puis là, elle voulait vous contacter. Fait que là, elle m'a, vu qu'elle a 75 ans, c'est un petit peu difficile pour la technologie. Elle m'a appelé, puis elle dit, Nancy, tu pourrais-tu m'aider à contacter Maria Dolores? J'ai dit oui, pas de problème. Et là, je vous contacte, puis là, vous m'annoncez ça, hein, que vous avez fait un AVC. Fait que le destin est bien fait. Dans le fond, cette dame-là, Madame Françoise, ne pouvait pas vous contacter. Donc, j'ai dit, ben, je vais vous aider. Mais moi, à mon bureau, tout mon horaire était plein. C'était très difficile de placer quelqu'un. Alors, j'ai dit, ben, on va le faire par téléphone parce que je ne pouvais pas la laisser comme ça, parce que je sentais que c'était énorme ce qu'elle vivait. Fait qu'on s'est donné rendez-vous au téléphone, puis elle m'a tout ventilé ça. Puis elle me racontait que les nuits étaient très intenses, qu'elle faisait des rêves, des cauchemars, ça revenait. Et il y a peut-être 2-3 semaines qui ont passé. Après ça, elle allait mieux d'en avoir parlé. Et elle m'a raconté un rêve qu'elle a fait. Je vous l'ai conté. Il est très impressionnant à la maison. C'est pour ça que je vous le raconte. Parce que les rêves, hein, Maria Dolores, c'est très parlant. Hein? Eh oui, bien sûr. Alors, cette dame-là, Madame Françoise, elle a rêvé qu'il y avait 5 cercueils. Les 2 premiers qu'elle voyait, c'était sa mère et sa grand-mère. Puis il y en avait comme 3 autres. C'était des cercueils, c'était des femmes. Puis elle sentait que c'était sa lignée, sa descendance. Puis sur elle, ces femmes-là, dans leur cercueil, il y avait comme une lettre qui racontait toute leur vie. Puis toutes ces femmes-là avaient vécu, elles aussi, de l'inceste. Fait que là, elle m'a raconté ça. Moi, les rêves m'impressionnent beaucoup. Alors, plus que le temps avançait, plus qu'elle se libérait, cette dame-là, Madame Françoise. Puis, aujourd'hui, elle va bien. Puis là, ben, c'est le rêve que je voulais discuter avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Les cercueils, les dames, hein, les femmes. Vous m'avez parlé que le cercueil avait une représentation. Oui, Je ne me souviens plus là, ce que je vous ai dit sur l'instant. Quand on rêve à un cercueil ou une tombe, c'est quelque chose qui est en train de mourir, qui est en train de se libérer. Oui, alors c'est à la fois, pour nous, c'est la représentation de la mort, hein, un cercueil ou une pierre tombale. Donc c'est à la fois une mort, mais symbolique chez la personne, comme la fin d'une histoire, comme la fin d'un cycle, la fin d'un problème. Pardon. Et c'est à la fois l'indication par le rêve que le sujet, c'est-à-dire la personne qui rêve, va vivre. Va vivre longtemps ou va vivre très bien une fois que cette mort va se faire, cette mort symbolique. Ce qui veut dire que pour elle, elle a dû régler effectivement sa part d'histoire d'inceste, pas seulement pour elle, mais pour sa mère, pour sa grand-mère et la lignée des autres femmes qui étaient les 3 autres cercueils, que j'imagine il devrait y en avoir plus. Mais bon, en tout cas, c'est ce qu'elle a vu dans son rêve. Oui. Donc, c'était très bon signe. Oui. Oui, j'ai trouvé ça vraiment beau. Puis, ça libère aussi ses petits-enfants, hein, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Mais encore faut-il qu'elle le dise. OK. Si elle a fait le travail, qu'elle s'est complètement libérée, ça ne suffit pas pour que les enfants, petits-enfants, etc., soient libérés aussi. Il faut qu'à un moment donné, elle partage son expérience avec ses enfants et qui, eux, peut-être pourront en parler aussi à leurs propres enfants. Et à ce moment-là, oui, avec la parole est une application directe de la libération que l'on a faite avant. Donc, il est essentiel de dire et de partager ses propres expériences.
OK. Donc, elle peut le partager à ses enfants. Dans le fond, c'est qu'elle le partage à quelqu'un. Je ne sais pas, admettons qu'elle a 10 petits-enfants, c'est pas obligé qu'elle le dise aux 10. Non, elle peut le dire à quelques-uns en particulier, et puis après, eux, ils vont en parler entre eux. Hein. OK. Donc, c'est la parole hein, qui libère. Oui. OK. Puis, la dernière fois, vous nous aviez parlé des actes symboliques aussi. Pouvez-vous nous en glisser un petit mot aujourd'hui? Qu'est-ce qu'un acte symbolique? Oui, alors ça complète ce que vous disiez avant, c'est que la parole libère, pas seulement. Parce que les premiers psychogénéalogistes qui étaient des psychanalystes hein, au départ, et qui avaient créé la discipline, pensaient qu'en disant les choses, ça suffisait pour libérer l'autre. Et pas toujours. Non, non. Il faut quand même, mais ça on s'en aperçoit maintenant, 40 ans plus tard, il fallait bien démarrer par quelque chose. Mais on s'aperçoit qu'il faut faire aussi des actions. Les actes symboliques en font partie, mais ça peut être un autre type de suivi, sous hypnose ou autre chose, comme je le pratique aussi, et qui permettent de faire un travail de nettoyage, un travail d'apaisement. Et le fait de le dire à quelqu'un ou plusieurs personnes dans l'arbre, descendant ou ascendant, fait qu'on va mettre en application cette paix. Parce que là où le problème était nocif pour tout le monde, puisque ça génère un secret, on y reviendra, sécrète une énergie nocive, la parole va venir dire c'est plus la peine de garder ce secret parce qu'il est connu. Et en plus, moi j'ai travaillé dessus, j'ai enlevé toute la partie sale. Tout est propre maintenant, tout va bien. Donc en le disant, pardon, tout le monde se sent effectivement libéré par cette histoire. Donc c'est pas que, faut d'abord faire le travail et ensuite dire. Et là, c'est parfait. Et les actes symboliques, oui, alors on appelle ça des actes symboliques parce qu'on a besoin à un moment donné de faire un acte pour quelqu'un dans l'arbre qui est décédé et à qui on ne pourrait pas dire directement les choses ou pour qui on ne pourrait pas faire une action comme ça dans la vraie vie. Alors on prend des symboles et les symboles vont parler à notre part du cerveau que l'on appelle reptilien. Donc c'est une petite part comme ça et qui est au centre du cerveau et qui est vraiment notre cerveau archaïque, comme on l'appelle. C'est celui qui existe depuis la préhistoire, depuis que l'homme a été façonné, comme on veut, depuis que l'homme existe. C'est le reptilien qui a d'abord fait les expériences et qui les a emmagasinées. Bon, il a mis ça dans une autre part du cerveau qu'on appelle le limbique et qui, lui, va garder la mémoire de toutes les expériences du reptilien. Et le reptilien, sa fonction, c'est de maintenir la personne en vie. Donc, la faim, la soif, le sommeil, ce sont des choses qu'il gère parfaitement parce qu'on est dans le vital. Maintenant, il a autre chose aussi, c'est qu'il gère les mémoires familiales. Donc, il les gère parce que pour lui, la personne va être maintenue en vie tant que la personne répète les histoires familiales. Donc, on est dans la fidélité familiale. On est fidèle, on refait tout comme a toujours fait la famille, et puis comme ça, il n'y a pas de souci. Sauf qu'à un moment donné, il faut faire autrement parce que cette répétition peut devenir nocive à la personne. Et pour cela, il faut parler au reptilien. Mais comment parler au reptilien? Le reptilien ne fait que réagir. Ce n'est pas une partie du cerveau qui réfléchit. Celle qui réfléchit, elle est au-dessus, c'est ce qu'on appelle le cortex. Le reptilien est juste là pour vous faire courir si vous entendez un bruit ou si vous sentez la cheminée, le feu, etc. Donc, c'est lui qui vous sauve la vie, mais il ne réfléchit pas comme ça directement. Alors, il faut lui parler en symbole. Voilà, d'où les logos des grandes marques, d'où les signes pour apprendre à conduire sur une route. On apprend tous les panneaux signalétiques parce qu'on ne pourrait pas lire sur une route, il est interdit de tourner à gauche, sinon vous risquez une amende forfaitaire de temps et de temps. C'est trop long, on est déjà passé. Donc, on apprend tous dans le code de la route ces fameux panneaux signalétiques qui correspondent à une action. Donc, ça, ce sont des panneaux symboliques d'une action. Eh bien, les actes symboliques, c'est pareil. On va prendre des symboles qui feront que ça va parler à notre reptilien et qui, lui, va être d'accord pour modifier cette mémoire familiale. Parce que, oui, c'est tout un processus. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans les actes symboliques. Moi, j'avais travaillé pendant un certain temps avec des gens ici du CNRS qui sont des chercheurs au niveau cérébral et qui m'ont beaucoup appris.
sur le fonctionnement du cerveau, donc les neurosciences. Et moi, je base mes actes symboliques sur les neurosciences et pas sur du psychomagique comme le prévoit Jodorowsky, qui agit à sa manière très bien, mais ce n'est pas du tout ma manière à moi. Moi, je préfère faire des choses faciles, mais quand même très étudiées par rapport à l'histoire qui a été découverte chez le patient. Et les actes symboliques eh bien, peuvent se faire sous forme de lettres, des lettres rédigées en rapport avec l'histoire, et en modifiant l'impact négatif, parce qu'on ne peut pas changer l'histoire du passé, elle a eu lieu, hein, mais on peut en modifier, c'est l'impact sur soi. C'est cette énergie qui reste d'une histoire mauvaise. Elle peut être positive aussi, hein, mais nous, on parle des mauvaises parce que c'est celle que l'on défait. Et c'est cette énergie-là sur laquelle on travaille, que l'on nettoie et que l'on apaise. Voilà. Donc, les lettres, ça peut être aussi, je ne sais pas, une prière dans le lieu de culte de sa religion ou dans la nature si on est athée. Ça peut être un cadeau que l'on se fait en récompense. Ça peut être un don à faire à une association. Tout dépend de l'histoire que l'on a trouvée. Oui, ça peut être. Moi, j'avais travaillé avec vous là, il y a quelques années. Puis moi, Oui. j'avais acheté 6 roses blanches Oui. pour les 6, mes 4 oui, c'est ça, mes 4 grands-parents, plus 2 autres personnes là, qui étaient importantes dans l'histoire que je traitais. Fait que, exemple, dans le fond, pour que les gens comprennent, c'est un symbole. Hein, fait que ça peut être comme les exemples que vous avez nommés. Ça peut être une fleur, une rose. Ah, mais tout à fait. Dans l'histoire de Joël, d'ailleurs, qu'on avait évoqué la dernière fois, je lui avais dit, une fois qu'il avait terminé ses actes, c'était de s'acheter un grand bouquet de fleurs blanches. Ça peut être des marguerites, hein, simplement des fleurs simples, mais blanches parce que ça met de la lumière. Et donc, c'était pour mettre de la lumière au quotidien dans son bureau pendant qu'il travaillait. Cette lumière comme du soleil qui irradiait pour sa peau qui était devenue toute propre. Oui, oui, ça avait tellement été une belle histoire. Donc, les actes symboliques à la maison, ça se peut que vous ayez comme l'élan d'en faire. Ça l'aide vraiment. Hein? C'est comme, ça nous aide à tourner la page, si on peut dire, sur l'histoire. Ah, bah ça guérit, ça apaise. Hein. Oui. Ça Donc, apaise véritablement. pour terminer avec l'histoire de Madame Françoise, dans le fond, Maria, c'est grâce à vous parce que vous nous avez partagé votre histoire, hein, que vous avez vécu de l'inceste, puis ça l'a comme fait boule de neige, ça s'est parlé, il y en a qui ont écouté la vidéo, puis c'est sûr qu'il y en a eu d'autres, là. Mais l'histoire de Madame Françoise est vraiment très, très intéressante. Puis là, nous, hein, on est la fin de semaine de Pâques. On est lundi de Pâques et ça me faisait penser à la Renaissance. Hein, parce qu'on dit souvent Pâques, là, la Renaissance, la résurrection. Et je me disais, Madame Françoise et bien d'autres, c'est comme une renaissance. Hein? Donc, de parler, de dire ce qu'on a vécu, c'est une renaissance que ça nous apporte. Fait que je trouve ça vraiment beau, tout ce qui s'est passé là, suite à notre vidéo. Bah, d'ailleurs, lorsque j'ai des patientes qui ont des mémoires comme ça d'inceste, mais des mémoires d'inceste violents, c'est-à-dire des aïeuls hein, qui ont été frappés, qui ont même été torturés des fois pour pouvoir être violés, je leur dis, une fois que toutes les mémoires sont apaisées et que tout va bien, je leur dis, allez dans un hammam, allez chez une esthéticienne, mais commandez-vous un super massage qui dure 1 heure pour vous faire du bien, pour soigner ce corps qui a été tellement en souffrance dans les mémoires d'avant. Et pensez, pendant que vous êtes comme ça en train de vous faire cocooner sous les mains de la masseuse, pensez à toutes vos aïeules qui, elles, ont été frappées, ont été torturées et dédiez-leur ce massage. Et si vous pouvez le faire plusieurs fois, ben, c'est encore mieux. Mais faites-vous du bien. Et ce n'est pas seulement du temps pour soi que l'on peut faire en se baladant dans la montagne ou ailleurs, c'est se faire toucher, mais agréablement. Toucher pour avoir une bonne santé dans le corps et que ce corps il soit doux et que tout aille bien. Et ça, c'est important. Là, c'est plus que du symbole, c'est du réparateur. Oui, c'est vraiment beau, c'est une bonne idée. Juste avant de continuer, tantôt, on continue avec les secrets de famille. Je voulais juste vous reparler de 2 livres. Je représente lui. Hein, c'est le vôtre. Est-ce que vous en avez encore? Oui, j'en ai encore. Si vous en voulez, hein, ceux qui les écoutent, je vous l'envoie dédicacé. Oui, c'est vraiment génial.
C'est un beau livre, un beau petit livre. C'est très bien écrit, c'est facile à lire. Moi, je vais tout écrire les liens pour vous rejoindre. C'est facile, on vous écrit, puis vous nous l'envoyez par la poste. Tout à C'est fait. écrit Non, à... allez sur mon site pour le commander. Oui, OK. Sur mon site, donc vous verrez les liens sous la vidéo. Et comme ça, vous me laissez vos coordonnées. Et moi, je sais que je vous le dédicace et je vous l'envoie. C'est très gentil. Fait que, Voyage au pays des aïeux. Puis vous l'avez fait en collaboration avec Xavier Cornette à Saint-Cyr. J'ai vu Oui, qu'il était avocat, lui. Ça se peut-tu? oui. Et c'était un ancien patient à moi que Ah, j'avais guéri de sa problématique. Il est revenu sur une deuxième et pareil, ça s'était solutionné. Et donc, c'est lui qui m'a convaincu d'écrire ce livre à deux oh, mains, enfin à quatre mains plutôt. ouais. Parce que lui en avait déjà écrit plusieurs et il m'avait dit il faut absolument faire connaître ta méthode, Maria Dolores, parce qu'elle est révolutionnaire. Et Wow. donc, c'est à son initiative et on l'a écrit ensemble, le livre. C'est un très beau livre, je vous le suggère très fortement. Puis, je voulais vous présenter aussi Anne Ancelin Schwanzerberger. C'est elle, dans le fond, qui a connu ou qui nous a fait connaître ça, hein, la psychogénéalogie. Vous en avez parlé lors de votre dernière vidéo, hein? Oui, elle a fait connaître la discipline, mais le nom de psychogénéalogie, c'est Jodorowsky qui l'avait trouvé. Hein. Ah, OK. Voilà. Alors, moi, j'ai quelques-uns de ses livres. Elle est très bonne. C'est une psychothérapeute, mais elle est décédée, hein? Oui. Ça fait quelques années, je pense qu'elle avait près de 100 ans. Ah oui. Très intéressante. Elle est très intéressante, elle aussi. Fait que si jamais vous voyez ce livre-là, vous pouvez vous le procurer aussi. Alors, on va y aller juste avant, nous dire peut-être un petit mot sur l'épigénétique. L'épigénétique, dans le fond, c'est une science qui confirme que la psychogénéalogie, c'est vraiment scientifique, on peut-tu dire ça? Oui, c'est-à-dire qu'enfin, depuis une trentaine d'années quand même, hein, mais enfin, on commence à s'intéresser à l'action génétique Oui. euh, qui va réagir face aux événements que vit la personne. Voilà, ça c'était nouveau. Jusque-là, on imaginait, enfin quand je dis on, c'est la science, hein, le médical, pensait que l'ADN, il naissait avec la personne et ensuite il restait comme ça toute une vie sans bouger. Et l'ADN était porteur des composantes du père et de la mère. Bon, d'accord, pour la couleur des cheveux, des yeux, de la peau, tout ce que l'on veut. Et ça ne bougeait pas. Et d'un seul coup, subitement, on s'est aperçu qu'il y avait des gènes qui bougeaient. Alors, tout ça, c'est en laboratoire. Ils n'ont jamais vu un patient. Hein. Mais donc, c'est à travers les prises de sang et qu'ils ont fait des études et des recherches et qu'ils se sont aperçus que, bigre, pour le même patient, la même prise de sang bougeait Oui. en fonction de ce qui s'était passé. Oui, oui. Ah, Et ils ont fait des recherches. Bon, c'est devenu l'épigénétique, hein, parce que oui. épi, ça veut dire environnement, et génétique, les gènes que l'on a reçus. Et donc, ils se sont aperçus que oui, que suivant les événements, la psyché, hein, elle bouge. On peut être très heureux quand on a un bel événement qui nous arrive, une grande joie. Ça va nourrir notre corps, nos cellules, tout va bouger et tout va faire la fête. Comme on peut être très malheureux et même traumatisé lorsqu'un événement nous arrive et qu'il nous flingue tout. Quoi. C'est vraiment, ça peut être terrible et ça endommage, bien sûr, les cellules et les gènes que l'on va transmettre aux enfants. Et ce n'est pas seulement les transmettre au moment de la naissance, mais c'est aussi, ça c'est la médecine quantique qui le dit, à distance. Lorsque les enfants sont nés, eh bien, même si soi-même on a des mouvements dans notre vie très importants, ça va jouer sur les enfants également à distance, Oui. même s'ils ne le savent pas. Et c'est surtout ça l'intérêt, c'est de savoir que même si les enfants ne sont pas au courant, d'où les secrets de famille, eh bien, ça va quand même influer dans leur environnement, sur leur comportement, etc. Et l'épigénétique le met bien en valeur, mais avec les éprouvettes, c'est ça qui était intéressant. Alors, pour l'instant, ils n'en sont qu'à 3 générations qui véhiculent la même problématique, le même traumatisme. Donc, je pense qu'avec le temps, ils réussiront à prouver sur 5, 6 générations. Encore faut-il trouver les corps pour prélever le sang, Oui. mais pourquoi pas. Mais ils prouvent ce que nous disons depuis que la Oui. psychogénéalogie existe.
Très intéressant. Puis, est-ce que vous pourriez nous parler des secrets de famille? Je pense que vous auriez peut-être un exemple à nous donner. Qu'est-ce qu'un secret de famille, puis quel impact que ça peut avoir sur nous? Alors, en secret de famille, eh bien, comme son nom l'indique, c'est secret, c'est caché, c'est une information que l'on a et que l'on ne dit pas. Alors, des fois, on ne le dit pas parce qu'on n'y pense pas, ça ne semble pas important. Et puis, des fois, on ne le dit pas exprès pour ne pas gêner, pour ne pas bouleverser la famille, pour ne pas, etc. Et le problème, c'est que ce secret, eh bien, il va quand même passer. L'information va passer. Et elle passe comment? Eh bien, à travers notre comportement. Parce que le souci, c'est qu'on le sait en communication, c'est que nous communiquons tous verbalement et corporellement. Mais verbalement, ça n'est que 20% de notre communication, avec nos mots, avec le ton de la voix, etc. Ça n'est que 20%. Il y a 80% qui est notre corps qui s'exprime. Okay. Et encore, chez les Méditerranéens, on bouge beaucoup les mains. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les mimiques du visage. Il y a comment le corps bouge, etc. et qui va donner des indications. Et il se trouve que notre corps va exprimer des choses que va très bien capter l'enfant quand il est petit et il va grandir avec cette information cachée. Okay. L'inverse est vrai aussi. Vous savez, Nancy, hein, quand vous avez des enfants, il me semble, hein, oui. Quand ils sont petits et qu'ils rentrent de l'école et puis qu'ils sont comme ça un petit peu, ils se tortillent dans tous les sens, on lui dit « Ah, toi, tu ne me dis pas, mais il y a quelque chose que tu devrais me dire. » Bon, ça se devine dans le comportement, il y a des choses qui se devinent. Donc, c'est ça le secret et ça peut endommager, bien sûr. Est-ce que vous auriez un exemple d'un client ou cliente que vous avez eu avec un secret de famille qu'elle a libéré? Oui, tout à fait. Il y a très longtemps de cela, j'avais reçu une cliente qui avait un petit garçon de 8 ans et elle me disait que, alors elle était mariée, bien mariée, garçon de 8 ans, mais elle voulait avoir un deuxième. Et ça faisait plusieurs années qu'elle essayait et le deuxième ne venait pas, alors qu'elle ne prenait pas du tout de contraceptif ni rien. Mais elle me dit, je ne comprends pas. J'ai eu mon premier très facilement et le deuxième, il ne vient pas. Pourquoi ? Et donc, je la mets sous hypnose, puisque vous le savez, c'est ma technique particulière quand j'ai les personnes physiquement avec moi. Sous hypnose, en général, on remonte entre la 6e et la 10e génération. Et là, on s'arrête au niveau de sa mère. Je me dis, c'est pas possible. Mais si, puisque au-dessus, tout le monde était en paix. Donc, on reste au niveau de la mère, on discute avec elle. Et en fait, quand je dis on discute, c'est sous hypnose. Hein. Donc, je questionne la mère à travers ma patiente, sa mémoire inconsciente, et elle me raconte son histoire. Et elle me dit, moi, je suis née, je crois qu'elle était la deuxième, ouais. Je suis la deuxième de ma fratrie. Et quand je suis née, bon, j'étais avec mes parents, mais à un moment donné, une tante pleurait, elle n'était pas bien parce qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et ma mère lui a dit, ben, écoute, moi j'ai déjà une enfant, je peux te donner ma deuxième pour que toi, tu aies une famille. Et donc, elle me dit, ben voilà, je suis partie, j'avais 3 ans, je suis partie chez ma tante, comme ça, du jour au lendemain. On ne m'a rien expliqué du tout. Et moi, je voulais mon papa, ma maman, ma famille, quoi. Mon frère ou ma soeur, je ne sais plus. Et franchement, je ne comprenais pas. Donc, ça a été tout de suite les bouderies. En fait, ça s'est très mal passé pour elle. Mais et pourtant, hein, mon oncle et ma tante, ils étaient mais sympathiques. J'avais ma chambre pour moi, j'étais bien accueillie, mais rien à faire. Je leur ai mis une colère parce que je voyais mes parents de temps en temps dans des fêtes familiales. Mais mes parents s'éloignaient de moi et ne voulaient pas me parler, comme si j'avais fait quelque chose de mal. Et elle me dit, du coup, moi, je me suis retournée contre mon oncle et ma tante. Tant et si bien qu'à l'âge de 14 ans, ils en ont eu tellement marre qu'ils m'ont renvoyée chez mes parents. Et elle me dit, je suis revenue chez mes parents. Sauf que, entre-temps, il y en avait d'autres qui étaient nés. Personne ne m'attendait. Et comme il n'y avait plus de place dans les chambres, eh bien, je dormais dans le couloir. Donc, j'avais un lit pliant comme ça qu'on me mettait la nuit. Je dormais là. Puis le matin, il fallait vite le replier et me lever pour ne pas gêner les gens dans la famille. Et franchement, mes frères et sœurs, ils avaient été antipathiques avec moi. J'étais considérée comme une étrangère, en fait. Et elle m'a dit, j'ai tellement souffert que je me suis dit, dès que je peux me marier, je pars d'ici. Et je fuis cette famille qui n'en est pas une.
Elle me dit, j'ai rencontré mon futur mari, donc j'avais 17 ans, 18 ans, je ne sais plus. Et elle me dit, dès que j'ai eu l'âge de la majorité, hop, je me suis mariée. Et j'ai eu ma fille quand même très vite. Mais quand j'ai eu ma fille, ça m'a rappelé les douleurs de mon enfance. Donc ma fille, c'était ma patiente. Et elle me dit, je me suis dit, ah non, je ne ferai pas de deuxième enfant parce que si jamais j'en fais un deuxième, eh bien voilà, ça va être la catastrophe, ça va être, il va souffrir, ça, c'est pas possible. Elle me dit donc que j'ai fait exprès de n'avoir qu'une fille unique et comme ça, j'ai pu lui donner tout mon amour. Alors, bien entendu, je lui dis, mais cette histoire, ce traumatisme, vous en avez parlé à votre fille? Elle me dit, oh, bah non, non, à quoi ça servait? Elle était heureuse avec nous, et puis nous avons tout fait pour elle au niveau des études, etc. C'est notre enfant. Je dis, bon, alors il va falloir quand même. Et donc, j'ai établi une connexion comme ça sous hypnose entre la mère et la fille. Il y a eu des actes de réparation, se prenant dans les bras, etc. Et quand je me souviens qu'au moment où je devais faire revenir à la conscience ma patiente, elle me dit, mais j'ai une douleur aux ovaires, mais c'est horrible, mais j'ai mal, mais j'ai mal. Puis vraiment, moi, je commençais à me poser des questions. Je sais, mince, j'espère qu'elle ne va pas me faire une explosion d'ovaires, tellement elle en souffrait, quoi. Elle était pliée en deux. Alors, bon, j'ai posé mes mains sur elle au niveau des ovaires. Je dis, tout va aller bien. C'est des choses qui se réveillent, c'est l'énergie qui revient. Enfin bon. Et puis, j'ai complètement improvisé. Hein. Ça m'était jamais arrivé. Et puis, quand elle est revenue à sa conscience, en état d'éveil, je lui dis, vous étiez au courant de cette histoire avec votre mère? Elle me dit, mais pas du tout, ma mère m'a jamais raconté ça. D'ailleurs, ça tombe bien parce qu'en sortant d'ici, je vais aller la voir. Je devais aller la voir pour lui apporter quelque chose, une course qu'elle m'avait demandé. Et je vais lui poser la question. Oui. Et donc, je vous rappelle ce soir. Alors, elle y va, elle ne m'a pas rappelé. Alors, je me disais, bon, ça s'est peut-être mal passé. Les jours suivants non plus. Puis moi, j'ai été prise avec mes rendez-vous, donc je n'ai pas pu la rappeler. Et c'est seulement 15 jours après qu'elle m'a appelée pour me dire Maria, j'ai vu ma mère. Elle a été en larmes pendant plusieurs heures. Elle m'a prise dans les bras. Elle m'a dit mais comment tu peux écouter cette histoire? Elle m'a dit tout était exactement comme on l'avait trouvé sous hypnose. Mais la plus belle nouvelle, c'est que je suis enceinte. Ah, c'est beau. C'est pas surprenant, c'est tellement extraordinaire la puissance de la prise de conscience puis de la parole. Ah oui, oui. Ah, wow. Ah oui, c'était extrêmement fort. Et là, encore une fois, nous, on a fait la séance. Elle aurait très bien pu ne rien dire à sa mère, Oui. par gêne ou je ne sais quoi. Là, non, elle y est allée et elle lui a dit. Donc, la parole après l'action faite de nettoyage, oui. Voilà ce qui règle tout. Et ces douleurs ovariennes qu'elle avait, je pense que c'était les ovaires qui se débloquaient oui. Pendant cette hypnose et qui, après, ont trouvé cet instant de réparation au moment où la mère et la fille se sont parlé et qu'elles ont partagé ça. Oui, oui, c'est vraiment beau. Est-ce que vous pouvez faire à distance? Là, vous ne faites pas d'hypnose à distance, hein? Non. Vous faites, c'est de la médiumnité. Oui, oui. J'en avais parlé à la précédente interview, hein, je crois. Oui. Si vous ne l'avez pas écouté, je vais la remettre en lien, puis vous pouvez l'écouter. Les deux se suivent, nos deux rencontres, parce que c'est ça, vous pouvez nous aider à distance. Hein, si quelqu'un d'entre vous se dit, j'ai l'intuition, il y a quelque chose en moi qui me dit que, n'hésitez pas. Hein, c'est tellement puissant, hein, Oui. la puissance de notre cerveau, de notre généalogie, hein, tout ce qui s'est passé avant nous. On l'a dans notre cerveau. Hein. Je vous demandais la semaine passée, l'inconscient collectif familial. C'est qu'on a toutes les informations dans notre cerveau. Est-ce que c'est ça? Oui, on a toutes les informations dans notre cerveau. L'inconscient collectif familial, oui, il fait partie de d'une zone de notre inconscient parce que notre inconscient qui est quand même qui tient une place très grande dans notre cerveau, a deux zones. Il y a la zone de la personne elle-même avec ses histoires de vie antérieure, il ne faut pas l'oublier, puisque c'est l'histoire de l'âme. Et il y a une autre zone qui est celle concernant la famille, mais aussi le collectif. Oui. C'est-à-dire, c'est la famille, c'est aussi l'histoire de la région ou du pays, et tout ça crée un très, très grand collectif inconscient. Oui,
Il y a beaucoup Et de tout va choses. influencer la personne. Donc, les secrets de famille, pour faire un petit résumé, ça a une influence sur nous, qu'on le veuille ou pas, Oui. hein, qu'on le sache ou pas. Est-ce qu'on peut demander, par exemple, à nos rêves ou, je ne sais pas, à notre inconscient de nous, de nous montrer s'il y a quelque chose en nous qu'on devrait savoir ou... Oui, vous pouvez le faire. Il y a même une autre technique que les rêves, hein, que j'avais apprise en lisant le livre La prophétie des Andes. OK. Que, vraiment, je recommande parce qu'il est très bien comme livre initiatique. En plus, c'est un beau livre d'aventure et très chouette. Mm. Ce que j'avais appris, c'est que vous posez une question qui vous inquiète, que ce soit sur la santé, les amours, le travail, peu importe. Vous posez une question comme ça, en l'air et à haute voix, et en demandant la réponse. Je voudrais trouver la solution à ce problème. Eh bien, vous pouvez être sûr que dans les 3 jours qui suivent, c'est pas plus, hein, dans les 3 jours qui suivent, vous avez la réponse qui vous arrive. Alors, ça peut être sous forme de titre d'un livre parce que vous êtes dans une librairie, ou alors une publicité sur un bus qui passe devant vous, comme ça, ou alors à la télé, ou alors voilà, ou quelqu'un. Ça m'est arrivé une fois, c'était quand même assez incroyable. Quand j'avais voulu tester cette méthode, je pose une question comme ça, je ne sais plus ce que c'était. Et de là, je vais dans une librairie parce que je cherchais un livre. Et d'un seul coup, alors que j'étais en train de fouiller parmi les livres, il y a un homme qui vient me voir dans la librairie et qui me dit mais vous savez, la réponse, c'est… Et puis il me donne une réponse. J'étais interloquée, je le regarde. Je dis pardon, vous pouvez me redire? Il me dit quoi? J'ai rien dit. Et puis il s'en va. Ah Et oui? je suis restée, mais alors bête, mais vraiment bête. Et effectivement, c'était la réponse à ma question en plus. Non, c'est comme si le destin avait pris cet homme-là qui était à côté et il avait dit, bon, hop, tu lui donnes la réponse, je me sers de ton corps pour lui donner la réponse, puis après tu t'en vas. C'était exactement ça. Donc ça, c'est assez incroyable. Faites-le, je vous assure que ça marche. Mais il faut être attentif. Pardon. Il faut être attentif à tous les signes, à toutes les réponses qu'il y a dans les 3 jours. Bon, ben ça, c'est vraiment intéressant. C'est facile à faire. C'est Puis, facile. ça nous piste, hein, ça nous donne une piste. Oui. Parce que, tu sais, peut-être que pour des gens, c'est comme qu'est-ce que je fais, je commence où? Mais là, avec une question précise comme ça, puis on reste à l'écoute. Ah oui, oui, parce que les rêves, c'est bien gentil, mais c'est toujours des symboliques, parce qu'il faut que ça passe à travers notre reptilien et qu'il nous restitue une réponse. Alors, il faut arriver à la décoder, la réponse, hein, parce que même si on achète les livres d'interprétation des rêves, mais chaque livre a ses propres interprétations, Oui, donc c'est c'est ça. bien difficile. Voilà. Comme pour Madame Françoise, hein, ces 5 cercueils, dire que c'est ouais, c'est vachement positif, c'est pas admissible comme ça à première vue. Oui, je comprends. Oui, bon, c'est vraiment intéressant. Là, maintenant, vous allez nous donner encore plus d'informations sur les petites formations, puis les plus grandes que vous offrez, les capsules. Oui. Les gens à la maison, là, je vous invite vraiment à aller sur le site à Maria Dolores. Je vais tout mettre ça en lien. C'est nourrissant, c'est sympathique, c'est clair. Puis, on peut vous contacter facilement. Puis, les Oui. gens à la maison, vous pouvez faire ça de chez vous. Hein, il y a une formation sur l'inceste, mais il y a les mini-formations aussi. Je vous laisse nous parler de ça, Maria. Oui, effectivement, les capsules sont une réponse à une demande qui émerge du public en ce moment. C'est d'apprendre des choses rapidement, mais sur un thème donné. Jusqu'à présent, on avait des personnes qui voulaient se former sur toute la discipline, tout l'univers concernant la psychogénéalogie ou la numérologie ou bon, tout ce qui pouvait se rapporter à l'arbre familial. Okay. C'est bien, c'est intéressant, simplement, c'est bien pour des professionnels parce qu'ils ont besoin d'outils conséquents pour pouvoir continuer d'aider les patients. Mais pour des personnes qui n'ont pas de besoins professionnels, c'était toujours la même formation. Et donc, il y avait des choses dont ils pouvaient se servir familialement ou amicalement, mais pas de tout. C'était un peu dommage. Donc, j'en ai eu qui m'ont posé des questions, surtout suite à ma chaîne YouTube, la Gazette de la psychogénéalogie, où il y a déjà 56 ou 57 vidéos, je ne sais plus, qui répondent à chaque fois à une question. Et donc, suivant ce principe-là, les gens me disaient, c'est génial parce qu'il y a des explications, mais il nous manque quelque chose, un acte, je ne sais pas.
OK. Et du coup, les capsules me sont venues naturellement sous un système formation. Donc là, on n'est pas dans l'information comme dans la gazette de la psychogénéalogie, on est dans la formation. C'est-à-dire qu'il y a une problématique. Les personnes me disent, mais pourquoi je ne peux pas rencontrer l'homme de ma vie, pourquoi je ne peux pas avoir d'enfant, enfin, etc. Et à partir de cette question-là, je bâtis la vidéo qui va expliquer ce que dit la psychogénéalogie, mais ce que dit l'histoire avec un grand H aussi, comme je l'ai fait avec une des capsules concernant le statut des femmes qui voudraient avoir un enfant mais n'y parviennent pas, OK. parce qu'elles ont peur. Elles ont peur de l'accouchement, elles ont peur de la déformation de la grossesse, elles ont peur d'un tas de choses. Et tout ça fait partie de l'inconscient collectif. Mais le Oui. vrai inconscient collectif qui fait un rappel à l'histoire avec un grand H, depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Donc, ça peut m'arriver de faire comme ça une explication historique, parce que cette explication historique est le germe de tout ce qui s'est passé dans les réactions ancestrales. Et c'est les réactions ancestrales qui vont se diffuser à travers l'ADN jusqu'à nous. Donc, à un moment donné, il est essentiel de comprendre ce qui s'est passé, un contexte historique, ce qui s'est passé pour nos aïeux qui étaient dans ce contexte historique-là. Donc, je l'explique dans une capsule qui va durer un quart d'heure à peu près environ. Et pour répondre à la question d'un point de vue psychogénéalogique et d'un point de vue historique. Et ensuite, je termine en donnant un acte symbolique à faire qui pourrait être comme ça avec des conseils d'autres actes ensuite et qui pourrait être une réponse pour résoudre ce problème qu'a la personne. Voilà, donc c'est rapide, c'est formatif ou formateur, les deux. C'est à un petit prix parce que c'est diffusé par agoraacademy.com qui est mon partenaire pour les formations en ligne. OK. Et donc, on a démarré ce système de capsules à petit prix parce que je crois que c'est vendu 50 €. Alors, je ne sais pas ce que ça donne en dollars canadiens. Oui, c'est à peu près 80-90, quelque chose comme ça. C'est pas tant. Voilà. C'est rapide et il me semble que la connexion est à vie, mais bon, ça, il faudra voir avec Agora Academy. Je dis peut-être une bêtise à ce niveau-là. Mais bon, donc on a déjà tourné 3 capsules et j'en ai d'autres à tourner. Mais bien entendu, pour moi, l'idée serait que ces capsules soient au service de tous ceux qui vont les acheter, de tous ceux qui en ont besoin. C'est-à-dire que s'ils me font remonter leurs questions, leurs problématiques, moi, je la transforme en capsules qu'ils peuvent se procurer. Et comme ça, ils peuvent travailler avec. Voilà. Et tout sera en ligne. OK. Fait que vous m'aviez dit qu'il y a le thème du travail, des enfants, de l'amour. Hein, c'est très, très vaste. Hein, là, vous en avez 3 de fait par rapport à ces sujets-là. C'est ça? Oui, c'est les thèmes que nous traversons tous. Hein. Le monde du travail, le monde de la famille, les amours, les enfants. Oui, c'est vraiment génial. Comme vous dites, en 15 minutes, hein, vous faites une petite formation, puis vous nous aidez à comprendre d'où notre problème peut venir. Oui, oui, tout à fait. Okay. Oui, pour ouvrir les yeux et comprendre le système. Oui. Bien sûr. Super. Là, on s'enligne tranquillement vers la fin. J'aimerais que vous nous disiez aussi par rapport à l'inceste, hein, parce que moi, j'ai réalisé qu'il y en avait peut-être plus qu'on pensait suite à notre vidéo. Hein. J'ai eu des témoignages aussi. Vous offrez de l'aide aussi hein, à celles qui en auraient besoin, celles ou ceux qui en auraient besoin. Oui, oui, oui. En thérapie directe, bien sûr, j'ai des patients, des patientes qui ont connu l'inceste. J'en ai 80% quand même hein, qui ont connu l'inceste. C'est énorme hein, oui, c'est beaucoup. Dans leur vie. Et c'est à peu près le même chiffre pour mes confrères et mes consoeurs. Hein. Si bien qu'à un moment donné, il y a eu ce besoin qui a émergé au niveau des thérapeutes, c'est de dire on peut traiter tout un tas de problématiques, on a été formé à ça, mais l'inceste, c'est tellement particulier, chacun réagit différemment, mais comment peut-on les aider? Bon, là, pareil, j'ai écrit une formation pour eux. Alors, il y a la méthode qui existe en ligne pour les victimes, les personnes qui ont été victimes de l'inceste petite et qui aujourd'hui sont adultes et veulent travailler sur ça, mais sans avoir le besoin d'aller trouver un thérapeute parce qu'ils peuvent être très gênés aussi. Oui. Donc, comme ça, ils achètent la méthode, ils travaillent dessus, ils ont un accès à vie, comme ça, ils peuvent y revenir toutes les fois qu'ils veulent. Et c'est 90 €. Donc, ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce qu'ils peuvent le faire à leur rythme à la maison.
Tout à fait. Puis C'est elles sont vraiment... toutes seules. Toutes seules, Oui, il n'y a pas de gêne, tout ça, elles peuvent travailler dessus. Et si oui, bien sûr elles veulent me contacter parce qu'elles ont des questions, il y en a qui l'ont fait, hein, bien sûr. Elles m'envoient un mail et j'y réponds, ou on se téléphone si elles sont sur WhatsApp, si elles sont à l'étranger. Voilà, donc il y a toujours un lien, ça c'est possible. Pour celles qui ont été victimes de l'inceste, je dis celles parce que pour l'instant, la méthode ne s'adresse qu'aux femmes, parce que les hommes que j'avais en thérapie ne voulaient pas témoigner, ne voulaient pas que j'utilise leur souffrance pour en faire une méthode. Bon, bah, donc, je l'ai fait pour les femmes, cela dit, c'est la majorité. Et parallèlement à ça, voilà, j'ai des thérapeutes qui m'ont contacté en me disant, mais comment on peut faire pour suivre quelqu'un qui a été victime d'inceste? Donc là, pour le coup, je fais une formation, mais en direct, sur Skype, parce que je ne peux pas le faire en présentiel étant donné les mesures gouvernementales qui n'arrêtent pas de changer et qui font qu'on ne peut plus organiser de stages physiques comme ça en présentiel. Donc, je le fais à distance, j'allais dire en ligne, mais non, je le fais à distance. Il s'agit de 6 demi-journées avec petit groupe de 4 personnes. Et à partir de là, en parallèle, je mets la méthode pour qu'ils la connaissent aussi et on travaille avec. Et comme ça, ils sont formés intégralement. Et comme par hasard, tous ceux qui se sont inscrits jusqu'à présent pour leurs besoins professionnels, hein, en tant que thérapeute, ont connu l'inceste dans leur vie. Donc, ça a été un double apport pour eux. C'était à la fois de soigner leur propre douleur d'inceste grâce à la méthode puisqu'on travaille avec, et en plus de comprendre pour pouvoir mieux aider les autres personnes et être efficace. Donc, j'ai les deux, la méthode pour les victimes et la formation à distance pour les thérapeutes. Merci vraiment de nous dire tout ça parce que c'est facile. La dernière fois, on l'a dit que maintenant, c'est facile par Skype, par Zoom, les formations à distance. Oui, c'est bien. C'est très facile. Les paiements, je le dis parce que c'est pas tout le monde qui... Même moi, au début, je ne savais pas trop comment on fait ça. Les paiements, c'est facile aussi. C'est par PayPal, hein, probablement. PayPal, pour les pays comme le Canada ou autres, c'est un peu plus compliqué. Sinon, si c'est en Europe, les virements bancaires sont très bien. OK. Moi, je pense à mes amis du Québec. Bien sûr. PayPal, c'est facile. Ça se traduit tout ça, l'un de euro à canadien. Oui. Fait que si jamais vous voulez une belle jasette, c'est très facile. Ah, puis j'ai eu beaucoup de Québécoises plutôt, oui, en tant que patiente, oui, et qui m'ont réglé comme ça par PayPal, c'est très facile. Oh, oui. Fait que suite à notre dernière vidéo, moi, j'ai été... Ben, je sais que vous étiez connu au Québec, mais j'ai vraiment réalisé à quel point vous étiez connu. Parce qu'il y a des gens qui m'ont contacté, soit sur Facebook ou en privé, pour me dire hey, « je connais Maria Dolores ». Puis, tu sais, vraiment, quand même pas mal de personnes. Fait que vous êtes bien connu au Québec. Oui, oui, ben, j'y étais allée en 2019, c'est ça, oui, pour faire une série de conférences et d'ateliers dont j'étais à la chute. Mais bon, on allait à Montréal et autres. Vraiment, je me suis régalée. Vraiment, les Québécois, vous êtes d'une chaleur humaine qui est incroyable. Oui. Voilà, vous prenez dans les bras. Alors maintenant, avec le Covid, je ne sais pas si ça a changé. Mais franchement, vous êtes très chaleureux. J'ai retrouvé cette chaleur humaine que nous avons en Espagne, où les gens sont comme ça, très proches, très physiques, très tactiles. Et chez vous, je me suis régalée vraiment. Alors oui, j'ai connu plein de belles personnes, plein. C'est fun, oui, j'ai vu ça. Donc, on s'enligne vers la fin. Je vous remercie encore une fois, Maria Dolores. Moi, je vous suis beaucoup sur vos pages Facebook, sur la Gazette de la psychogénéalogie, sur YouTube. Là, je vous invite à aller là. C'est plein de vidéos. C'est facile, ça ne coûte rien. Puis vous allez apprendre. Moi, j'ai beaucoup appris. Moi, ça fait plusieurs années que je vous suis. J'ai beaucoup appris. J'apprends aussi à travers mon travail de psychothérapeute, puis je m'en sers aussi de la psychogénéalogie. Alors, je veux vraiment vous remercier. Je vous en prie. Je voudrais juste rajouter une chose, c'est que j'ai changé de mail récemment. Donc, alors, vous le mettrez sous la vidéo, mais au cas où, je vous le redonne. C'est Maria Dolores, le chiffre 208, @gmail.com. Voilà. Maria Dolores, 208, @gmail.com. Et là, vous pouvez m'écrire directement. C'est super. Je vais tout mettre en lien.
Alors, je vous souhaite une belle fin de journée parce que vous êtes en fin de journée probablement. Hein? Oui, il est 5h moins le quart, là, d'après-midi. Oui, nous, il doit être 11h moins quart. Hein? Ça doit être ça. C'est ça. On a 6 heures de différence. Fait que quand on se rencontre, il faut toujours planifier nos heures. Hein? Oui, bien sûr. Ben, écoutez, Nancy, avec plaisir. Si pour une prochaine fois, vous voulez faire une vidéo sur un autre thème, bien. Ben, si vous aimez ça, venir au Québec par vidéo, ça va me faire un plaisir l'année prochaine de vous recontacter, puis on se trouvera un autre sujet. Alors, on salue tout le monde. Hein, on vous remercie d'avoir été là. Je pense qu'on est beaucoup de monde du monde entier parce que Maria Dolores est connue partout. Fait qu'on se dit un beau bonjour, un beau merci, puis bonne recherche dans vos familles. Merci à vous tous. Et puis, écoutez, à très bientôt. Je suis à votre disposition. Si vous avez besoin de moi, vous m'écrivez. Vous allez voir mon site, ma chaîne. Enfin, Oui, voilà. oui, oui. Et je vous envoie mon livre dédicacé. Oui, ça c'est intéressant, ça c'est le fun. On se dit à bientôt tout le monde. Au revoir. À bientôt. Au revoir.